Bonjour, bienvenue sur le plateau d'Informatic News pour notre rendez-vous l'invité de la semaine. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Gérald Karsanti, qui est PDG de SAP France. Gérald Karsanti, bonjour. Bonjour. Alors vous savez, c'est une habitude dans cet entretien de commencer par un événement, une actualité qui a retenu votre attention la semaine dernière ou les semaines passées. Est-ce qu'il y a un élément qui vous intéresse tout particulièrement? Je dirais, il y en a beaucoup. Hein. Oui, j'en doute. S'il faut en choisir un, je dirais que ce que je note aujourd'hui, c'est, je trouve que enfin, on arrive à voir les prémices d'une véritable diversité homme-femme. C'est-à-dire que ça fait longtemps que je suis sur le sujet. Je pense que la société sera mieux équilibrée, beaucoup plus performante et avec, de mon point de vue, quand les deux genres vont mêler leurs qualités plus efficaces. Donc je me bats là-dessus sur ce sujet depuis des années. Et là, je vois arriver les choses. Donc la nomination des deux femmes au niveau européen, là, ça, au niveau européen et important. Christine Lagarde en particulier, ça c'est plutôt une très bonne nouvelle. Mais je vois aussi en ce moment des femmes qui prennent le pouvoir, qui prennent des postes clés et qui souvent sont dans la génération des 35-45, sont dans la force de l'âge, comme on dit, en plein développement. Et je pense qu'elles vont jouer des rôles clés dans l'économie française en particulier dans les années à venir. Ça me fait plaisir. Très bien. Alors on va parler de SAP évidemment parce que vous êtes là pour ça. Et il se trouve que vous êtes à la tête de SAP France depuis un peu plus d'un an, c'était en avril 2018. Et dans le communiqué de présentation, d'annonce de cette nomination, il y avait marqué que vous étiez là pour accélérer la croissance de SAP France. Alors évidemment, sans faire de mauvais esprit, on peut se dire la croissance de SAP France n'était-elle pas suffisante? Et puis il y a un élément aussi intéressant qui était qu'il y avait mentionné il faut abaisser les barrières et les obstacles légaux entre les 28 nations. Alors est-ce que vous pouvez expliciter un petit peu sur ces deux sujets, en tout cas sur l'accélération de la croissance de SAP France? Non, mais de toute façon, forcément, hein, donc quand on est nommé, en général, c'est pour faire de la croissance. C'est rare. Oui, mais accélérer la croissance. Accélérer, oui, parce qu'on veut toujours se développer. Il ne faut pas oublier que dans des entreprises comme SAP, on est dans l'édition logicielle, on est le leader mondial du logiciel d'application en particulier, sur une offre qui est très vaste, et ce qui veut dire qu'il faut beaucoup d'argent, parce qu'il faut investir massivement dans la R&D. Et moi j'ai appris, pour avoir managé des business hardware, software et services, donc avoir été dans tous les environnements du monde digital et IT, que contrairement à ce qu'on peut penser, le software est le plus capitalistique. Ça demande des fonds extrêmement importants et soutenus dans le temps. C'est ce qui fait d'ailleurs que des sociétés, des belles pépites qui émergent, souvent se font racheter au bout d'un certain temps, parce que soutenir l'effort dans le temps, c'est très compliqué. Et il faut avoir les reins solides, comme on dit. Et donc, pour soutenir cet effort d'investissement permanent, avec de la créativité, faut avoir été au siège de SAP à Weldorf pour voir de quoi on parle. Hein. On est sur des développements autour de la blockchain, autour de machine learning, intelligence artificielle, toute notre chaîne évidemment de valeur dont on va probablement reparler un peu plus tard. Donc on est sur tous les domaines, il faut beaucoup d'argent, il faut beaucoup d'investissement, donc il faut de la croissance et il faut du revenu pour pouvoir soutenir cet effort dans le temps. Et donc un an après... On le doit aux clients d'ailleurs au passage, hein, parce que quand les clients nous choisissent sur des plateformes, ils attendent non seulement que les produits soient efficients et de qualité, et évoluent dans la direction mais qu'il y ait une pérennité. Très bien. Et pour ce qui est de l'abolition de ces obstacles légaux entre les 28 nations, est-ce que ça correspondait à... On le sait, hein, l'Europe est très morcelée, donc il y a beaucoup de choses à faire pour faire une sorte d'unification, mais est-ce qu'il y avait une idée particulière en tête dans ce message? Alors, déjà, SAP est très fier d'être, au fond, la première société technologique qui agit au niveau mondial, mais de souche européenne. On est la première. On aura l'occasion d'en parler. Donc c'est pour nous une fierté, mais c'est aussi une responsabilité. Et donc, déjà, ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'on se rend compte aujourd'hui que quand on se compare, par exemple, aux États-Unis, où j'ai vécu, donc je peux comparer vraiment les deux, c'est pas la même chose. Les États-Unis, c'est un ensemble d'États,
mais qui ont beaucoup de choses en commun. Donc, alors qu'en Europe, malgré la monnaie unique, malgré les progrès incroyables qu'on a fait sur plein de domaines, ça reste encore très compliqué, et on le voit aujourd'hui sur le plan politique, sur le plan... Il y a plein de complexités qu'il faut, de mon point de vue, essayer il faut simplifier tout ça très rapidement, parce que pour concourir au niveau mondial, on se met des obstacles. Voilà. De mon point de vue, on se met des obstacles. On a un sac à dos, en fait. Un sac à dos sur le dos. Et au passage, je dis qu'il ne faut pas se tromper. Il y a une vraie compétition entre les entreprises, mais aussi entre les continents. Et l'Europe doit peser dans la sphère mondiale. Et aujourd'hui, ce n'est pas aussi simple que, en particulier, les États-Unis. Alors, à l'occasion de Sapphire, donc votre conférence annuelle là, qui s'est tenue en mai dernier, il y a quelques semaines à Orlando, bon, vous avez fait pas mal d'annonces, mais il y en a une qui a attiré mon attention, c'est votre programme Embrace, que vous appelez Embrace, pour faciliter l'évolution, la migration vers le cloud. Et alors, vous avez cité les 3 principaux clouds publics, avec la possibilité d'être présent sur les 3 plateformes, donc de faire du cloud hybride, multi-cloud, ce genre de choses. Finalement, votre objectif à vous, c'est quoi? C'est donner la possibilité de faire le meilleur choix et de trouver la meilleure solution entre le on-premise et le cloud? Ou est-ce qu'il y a un peu plus que ça? C'est-à-dire, est-ce que c'est vous qui poussez un peu les utilisateurs, ou c'est les utilisateurs qui vous disent voilà ce qu'on souhaiterait faire? Non, SAP a pris une décision qui est unique, puisqu'on est les seuls à faire ça. Mais c'est une décision courageuse et qui coûte assez cher. Mais en tout cas, c'est courageux. Et c'est de s'adapter aux clients. Si vous regardez bien, dans la sphère du logiciel d'application, la plupart de nos concurrents, qui sont généralement sur des niches, c'est-à-dire qu'on les retrouve sur certains de nos compartiments, offrent des solutions qui sont généralement exclusivement cloud. Certains sont cloud natifs ou pas, mais en tout cas, ils sont cloud. Et nous, sur une bonne partie de notre offre, on est cloud natif, en particulier sur les sociétés qu'on a rachetées, dans le domaine des ressources humaines, dans le domaine des achats, des notes de frais des voyages, du front-end, de toute la partie CRM. On est en cloud natif, mais sur nos offres historiques, autour de l'ERP, en particulier de la finance, on aurait pu basculer comme les autres en full cloud. Et ce qu'on a décidé de faire, c'est d'avoir des offres on-premise, des offres en cloud privé ou hybride, et du public. Et pour le public, on a passé un accord avec les 3 acteurs du marché, Amazon, Azure, Microsoft et Google Clouds. Et d'ailleurs, Google Clouds ont été le premier à avoir un partenariat avec eux. Vous parliez de Sapphire qui a eu lieu il y a quelques semaines, mais l'année dernière, au moment où j'arrivais, on avait déjà scellé un premier partenariat et on avait un meeting en commun avec des clients qui étaient venus avec nous à Orlando, en Floride. Donc, alors, pourquoi on fait ça? On fait ça parce que c'est pas aussi carré que ça. Les clients, ils sont pas en train de dire je vais tout cloud, je vais mettre tout dans le cloud public. Je discutais ce matin encore avec un client avant de venir vous voir. Les clients, ils veulent y aller à leur rythme et en fonction de leurs priorités stratégiques. Et nous, on veut coller à ça. On veut offrir la possibilité aux clients d'avoir une forme d'agilité et de souplesse et de pouvoir mener à bien leur stratégie IT. Ça a un inconvénient, c'est que ça coûte un peu d'argent parce qu'il faut maintenir les 2 environnements, mais ça a un avantage colossal pour les clients, c'est que c'est nous qui nous adaptons à eux et pas l'inverse. Est-ce que ça inclut la notion de réversibilité? C'est-à-dire, est-ce que vous avez déjà des exemples de clients qui finalement, on se dit, le cloud c'est bien parce que les fournisseurs leur ont dit que c'était super, que ça avait tous les avantages, ils l'ont fait et puis ils se sont rendus compte que finalement il y avait peut-être quelques inconvénients et donc ils reviennent en arrière. Est-ce que ça, vous avez des exemples de ça? J'en ai, mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous, d'abord, déjà, je reprécise, notre stratégie, c'est quand même d'aller vers le cloud. Je pense que dans quelques années, peut-être pas la totalité, parce que c'est jamais extrême à ce point-là, mais la quasi-totalité du marché aura basculé dans le cloud. C'est un fait. Par contre, justement, nous, ce qu'on offre, c'est une solution, on peut y aller par étapes, et donc prendre le temps de bien réussir ces évolutions. Quand ça a été fait un peu rapidement, parce que vous n'avez pas le choix, le fournisseur n'offre que du cloud, vous basculez dans le cloud,
Puis au final, vous vous dites, on a basculé peut-être un peu trop vite, on n'a pas le return, on n'a pas le ROI, on n'a pas la solution qu'on attendait. Et des fois, ça amène des clients à faire un mouvement arrière. Donc c'est plus la manière d'y aller qui n'était pas adaptée que la solution elle-même liée au cloud. C'est un peu ça ce que vous dites. Oui, parce que je pense qu'aujourd'hui, il faut le dire, que ce soit chez nous, on a nos data centers, on offre nos solutions de cloud, ou chez les hyperscalers, les trois que j'ai mentionnés tout à l'heure, c'est très éprouvé, ça fonctionne, il n'y a aucun doute sur le plan technologique. Mais tout ça, c'est des projets au final. On achète du logiciel, on achète des services. Il ne faut surtout pas oublier qu'au final, c'est d'abord un projet d'entreprise. On répond à un besoin. Le client, il n'achète pas du logiciel, il répond à une préoccupation. Il a besoin de régler un point particulier, être plus efficient sur sa relation client, rénover sa finance parce qu'ils veulent la rendre plus optimale, mettre en place une nouvelle gestion des talents. Donc il a un problème. Et nous, notre rôle, c'est de l'accompagner en lui fournissant la bonne solution avec les bonnes fonctionnalités, en couvrant le bon spectre de fonctionnalités. Et après, la façon de le dérouler, que ce soit en on-premise, en cloud public ou en cloud privé, je dirais que c'est juste un moyen. Mais un moyen qui va devenir dans le temps de plus en plus important. Pourquoi c'est important aussi pour le client ? Parce que je pense que l'équation économique, quand elle va être éprouvée, ce qui est le cas chez SAP, les clients vont trouver un avantage financier également. Il va avoir un retour sur investissement qui va être très clair. Très bien. Alors, il se trouve qu'on se voit quelques jours après la publication du SIGREF, donc pour se souvenir, il y a un an, le SIGREF avait tiré un peu un signal d'alarme dans ce qu'il avait appelé la relation avec les grands fournisseurs. Donc il y avait les grands éditeurs logiciels dans lesquels vous étiez, et là il se trouve qu'un an après, il recommence, et donc finalement, le message principal, c'est que les choses n'ont pas beaucoup évolué, en tout cas pas dans le bon sens, et que le constat est un petit peu compliqué. Et pour ce qui concerne SAP, donc il y a deux points qui sont mis en avant. Le premier, c'est ce que vous avez appelé le Digital Access, donc c'est la solution pour régler le problème des accès indirects. Soit dit en passant, il y avait eu ce fameux communiqué que l'USF avait dit qu'elle n'endossait pas. Bon, ça c'était au passage, donc ça c'est le premier point. En tout cas, cette solution, a priori, n'a pas l'accord, les utilisateurs ne s'en satisfont pas. Et le deuxième point, c'est l'annonce que vous aviez faite qu'en 2025, en gros, tout le monde devra être passé à SAP HANA. Et donc, les gens se préoccupent des coûts de migration et puis considèrent que finalement, c'est une migration forcée. Et donc, là, pour le coup, ils doivent s'adapter à l'éditeur et c'est pas l'inverse. Donc, qu'est-ce que vous avez à répondre sur ces deux points qui sont très précis? Alors, pour commencer déjà sur HANA, sur l'arrêt de maintenance de la version précédente en 2025. Donc, la version traditionnelle, on va dire. Voilà, installée ECC, qui est la version qu'on trouve chez les clients aujourd'hui en masse, bien que nous ayons déjà beaucoup de clients qui ont déjà basculé en S4. Alors déjà, il faut dire une chose, c'est que moi, je ne connais pas d'éditeur qui annonce aux clients un arrêt de support sur une version qui va devenir ancienne 10 ans avant. J'ai jamais vu. Dans ma carrière, jamais vu. Donc, peut-être que certaines personnes s'en émeuvent, mais moi, je vous le dis, je vois à peu près 10 clients par semaine. J'en ai vu un, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce matin encore, on en parlait. Je pense qu'il salue ça. Il dit ça, et en plus, il est membre du SIGREF. Il dit je salue ça parce que c'est 10 ans avant, quand même, c'est un. Enfin, 2025, on est en 2019, donc c'est 6 ans avant. Non, sauf que on vous l'annonce l'aviez annoncé en 2015. Mais bien sûr, on l'annonce en 2015. Donc, comme toujours, il y a un moment de réflexion. Puis là, on a eu des clients qui ont commencé à basculer depuis 2018. Et puis, les choses s'accélèrent maintenant. Et puis, à partir de 2020, ça va encore s'accélérer, et ainsi de suite. Alors, 10 ans avant, moi, je n'ai jamais vu. Donc, je pense qu'on ne prend personne de court. Ça, au moins, on ne pourra pas dire ça. Ensuite, la version S4, c'est fantastique. Je l'ai encore utilisé hier. On était la semaine dernière, pardon. On était dans un meeting européen et on nous a fait, en fait, sous forme d'un jeu, on a testé la version S4. Et je dois vous dire que ça m'a fait un refresh d'une certaine façon intéressant. C'est une version incroyable. Ça a une souplesse, une agilité, une facilité d'utilisation qui est absolument
incroyable. C'est limite, alors vous allez me dire que j'exagère, mais vraiment je ne le pense pas, c'est limite ludique. Et donc, entre les versions passées et S4, il n'y a pas de comparaison sur le plan de l'usage et de l'utilisation. Ensuite, économiquement, on est capable aujourd'hui de dresser des business models, des business plans, pardon, par secteur économique pour expliquer à un client, et nous le faisons tous les jours, pourquoi il a intérêt à basculer en S4, y compris sur le plan économique. Donc, je pense que SAP a été super réglo sur la question, l'a traité comme il fallait, en respectant l'investissement et la confiance que nos clients nous ont donné lorsqu'ils ont choisi les versions précédentes, et on va les accompagner dans cette évolution. Alors, je reprends quand même quelques éléments de langage que le SIGREF avance dans ce communiqué. Hein. C'est pas anodin, on a l'impression d'écouter la France Insoumise. Il traite les commerciaux. Alors, c'est pas spécifiquement sur SAP, c'est sur l'ensemble des fournisseurs. Oui, c'est pas que SAP. Hein, voilà. Il parle des commerciaux en tant que chasseurs de primes, il parle de ponction sur la création de valeur, il parle de satisfaction des actionnaires et non satisfaction des clients. Donc, c'est un message qu'on n'a pas l'habitude d'entendre de la part d'une association comme le SIGREF. Ça oui, vous interpelle alors pas le discours est différent pour SAP et d'autres, hein, mais néanmoins, on a des commerciaux. Bah oui, on a des commerciaux pour vendre des produits, mais comme tout le monde. Quand on est dans n'importe quelle entreprise, qu'elle soit française, américaine ou japonaise, le but c'est de vendre des produits. Donc il faut des commerciaux. Et quand on a des commerciaux, ben, il faut effectivement les motiver pour qu'ils vendent les produits. On n'est pas une entreprise, on n'est pas là pour faire, on n'est pas une société, une association philanthropique. On est une entreprise commerciale. Donc le but pour nous, c'est de vendre nos produits. Mais par contre, on vend des produits, je dirais plutôt, on vend de la valeur. Et les commerciaux, je vous garantis, venez, et vos auditeurs, je les invite à venir. Alors là, on reçoit d'ailleurs à notre siège où on a notre Executive Briefing Center, on a reçu sur les 3 dernières années 40 000 personnes. Mais j'encourage ceux qui ne sont pas encore venus, et vous-même, à venir, et vous verrez la façon dont on travaille. On a des solutions par secteur économique, donc on a un magasin connecté, une usine 4.0, une chambre d'hôpital qui est l'hôpital connecté de demain, on a des solutions dans le domaine de l'agriculture, la Smart City, la ville connectée et la ville intelligente, on a une station météorologique. Donc on a tout ça, c'est ça SAP, c'est des solutions. Et le deuxième point, c'est que j'ai construit ça, que j'ai appelé quand je suis arrivé, les Customer Success Room. Alors on a mis du temps avant de choisir le nom et on l'a choisi volontairement pour dire ce sont des pièces qui sont dédiées à un client pour son succès. Donc l'idée c'est quoi? C'est de mettre toutes les compétences SAP dans une salle avec un seul objectif, travailler sur le projet client pour dégager de la valeur pour le client. On invite les partenaires qui travaillent avec nous à venir et le client à venir régulièrement dans cette salle avec nous pour nous donner d'une part ses conseils et ses directives, mais aussi voir comment on évolue dans le projet. Donc on est très connecté au projet client. C'est pas de la vente, c'est vraiment de la construction de projets communs. D'accord. Alors donc, je dirais que sur le premier point, ce que je comprends, c'est en gros, c'est la vie normale d'un éditeur de logiciel qui donne des échéances. Bon, c'est vrai, si on prend le cas de Windows, on est à peu près dans le même laps de temps, c'est 5 ans, 10 ans, et au bout de 10 ans, on arrête. Donc Windows 7, par exemple, c'est terminé. Donc il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans, et vous dites que la version S4 apporte une valeur, ça c'est votre réponse. Il me faut rajouter un point, si vous me le permettez, juste un petit point rapide. C'est ANA. ANA, c'est une révolution. Quand ANA est arrivé, ça n'existait nulle part, donc c'était une innovation totale. Mais l'idée est quand même incroyable. L'idée, c'est de dire, on veut être en temps réel. Donc l'idée était de dire, on va prendre les données et on va les mettre au plus bas niveau pour que justement on ait une interaction avec l'utilisateur finalement. Et ça, honnêtement, ça a été une révolution totale. Et d'ailleurs, une révolution que beaucoup ont adaptée depuis. Ah bah, complètement. Alors, sur le deuxième point, sur les accès indirects. Alors, sur les accès indirects, là encore, c'est un sujet toujours un peu compliqué, mais compliqué pas que pour nous, pour toute la profession. Mais je veux d'abord vous dire que, comme je le dis, d'ailleurs, le SIGREF m'a invité à revenir, et j'y vais toujours avec beaucoup de plaisir, donc j'irai, je crois, en septembre, ou peut-être même en juillet. Mais les accès indirects,
ça traduit quand même un point clé, c'est que pour nous, c'est notre IP, c'est notre métier. On fabrique du logiciel, on a des produits sur lesquels on a investi des sommes colossales. Il est normal qu'on dise à un client, quand vous utilisez notre produit, il faut le payer. Par contre, il est aussi normal qu'on ait un mode de calcul, finalement, et de fonctionnement qui soit simple, compréhensible, lisible, et qui soit considéré comme honnête et fair, comme disent les Américains, par les clients. Honnêtement... Donc en gros, votre réponse, c'est sur le principe, on est droit dans nos bottes, mais ce qu'il faut, c'est expliquer mieux. C'est un peu ça l'idée? Il faut qu'on explique mieux, et d'ailleurs, on a des sessions prévues avec les clients. Je dois rajouter là-dessus que l'USF, même s'il considère toujours qu'il y a encore des explications à apporter et du travail à faire, ont admis qu'au moins on avait une solution, on avait quelque chose, on a proposé un modèle et on a apporté des réponses concrètes. J'y retournerai, que ce soit l'USF ou bien sûr au SIGREF pour continuer le dialogue, jusqu'à ce que ce soit clair. Mais en même temps, on ne peut pas donner les produits non plus. Non, certes, vous avez une solution, mais qui apparemment, aujourd'hui, ne les convainc pas encore. Je le vois. Mais donc, on y travaille. Donc il y a encore un point de tension à régler. Non, on va y travailler. Moi vous savez, fait malheureusement pas mal de temps que je suis dans ce métier. Ma carte de visite, en quelque sorte, c'est le client. Et donc, moi, ma vie, c'est les clients. Je passe ma vie à rencontrer des clients, et j'adore ça, et à essayer de comprendre comment on peut les aider, leur apporter de la valeur, etc. Donc, tant que j'aurai l'impression que sur ce sujet, on a des éclaircissements à apporter, je le ferai. Et je le ferai avec l'ouverture nécessaire. Il n'y a pas de problème. On a déjà répondu de façon un petit peu plus officielle par des courriers, puisqu'on a échangé des courriers. Mais moi, je vais le faire en allant les voir, en discutant. Mais je le fais aussi avec les clients quand je les rencontre toutes les semaines. Et honnêtement, quand on en discute, je ne vois pas de souci. Bon. Changeons un petit peu de sujet. En janvier 2018, donc au début de l'année passée, vous avez annoncé un grand plan d'investissement sur la France, sur 5 ans, de 2 milliards d'euros, ce qui est beaucoup, parce que si on compare par exemple le plan d'intelligence artificielle en France, sur 5 ans, c'est 1,5 milliard. Donc quand on compare, on se dit c'est beaucoup d'argent. Et alors, où est-ce que vous en êtes dans le déroulement de ce plan? Mais surtout, 2 milliards, pourquoi faire? Est-ce que vous avez racheté des entreprises, Recast.io et Contextor? Est-ce que ça fait partie du plan? Donc là, en gros, vous rachetez des entreprises françaises. Donc est-ce qu'on peut considérer ça comme un investissement? Mais surtout, 2 milliards, pourquoi faire? Alors, déjà c'est un investissement et une dépense, puisqu'on a toujours dit que c'était 2 milliards de dépenses et d'investissements. 2 milliards sur 5 ans. Donc effectivement, c'est une somme substantielle. C'est une des raisons majeures pour laquelle je suis venu aussi chez SAP, pour accompagner cette transformation, parce que quelque part derrière, c'est pas juste de l'argent qu'on injecte dans l'économie française, parce que c'est le cas, c'est aussi, le but c'est de créer de la valeur, créer vraiment de la vraie valeur. Donc on travaille avec le gouvernement. On a une cellule chez nous qui travaille, qui est en liaison pour essayer de voir les domaines dans lesquels on peut investir, les domaines dans lesquels on peut se développer. Parce que le but, c'est de faire des choses qui apportent du plus. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé un accélérateur de start-up dans Paris. Donc c'est accélérateur, on est bien d'accord? C'est un accélérateur. C'est pas incubateur. Hein, exactement. C'est dans le même modèle qu'un programme que j'adore, qui est Village by CA, du Crédit Agricole. Oui. Leur accélérateur est plus gros que le nôtre, mais je suis partenaire de Village by CA, et on va renforcer notre partenariat, d'ailleurs, on l'a renforcé ces dernières semaines, parce que j'y crois vraiment. Je trouve que leur idée, quand j'étais PDG d'HP précédemment, j'avais déjà contribué à ce programme, parce que je trouvais que le fait de cette proximité qu'ils ont au niveau du tissu régional me plaisait beaucoup. J'ai commencé ma carrière en région, donc je suis un convaincu des régions. Je pense que tout n'est pas à Paris. Beaucoup est à Paris, mais il y a aussi les régions. Et ça vit, il y a des grandes entreprises, et puis il y a évidemment le tissu des PME, PMI et des ETI. Donc ça, j'y crois absolument. Et nous avons créé aussi un accélérateur, et c'est le seul accélérateur, à ma connaissance, en B2B. Donc voilà, on a choisi, c'est accélérateur et B2B. On n'est pas dans le B2C. Donc, notre but, c'est d'accélérer une 50aine de startups, et on procède par vagues, et on les accompagne. Et d'ailleurs, une de nos startups qu'on a suivies a levé, je crois, la semaine dernière, 1,8 million d'euros. Donc, on est très content de cela.
Très bien. Alors pour finir cet entretien, on reboucle un peu sur une idée qu'on a déjà évoquée précédemment. Vous avez publié, je crois que c'est en avril dernier, vous avez fait une enquête auprès des Français et 7 sur 10 d'entre eux disent qu'ils croient à l'émergence d'un géant numérique européen. Alors si on regarde bien partout, on ne voit pas grand monde. Alors on voit qu'un acteur du numérique, donc c'est SAP, évidemment il est dans le B2B, donc ce qui fait que pour être un géant du numérique c'est un petit peu embêtant. Donc est-ce que malgré tout vous pensez pouvoir jouer ce rôle alors que vous êtes seulement B2B? Est-ce que éventuellement vous pensez que l'évolution vers le B2C pour SAP c'est quelque chose d'envisageable? On est dans le B2C en réalité. En fait on est B2B. Si on se classe, on est B2B. Au passage, vous savez sans doute, on est rentré dans les 20 premières marques mondiales. On est 16e et on est la première marque européenne dans les 20 premières. La deuxième européenne et française, c'est LVMH. Et LVMH est en 21e position. Donc, ce qui fait que le fait d'être en B2B et pas en B2C, ça ne rend notre classement que plus performant parce que c'est plus difficile. Donc, ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que alors, vous disiez SAP peut jouer ce rôle. En tout cas, c'est le cas aujourd'hui, puisque nous sommes le premier acteur technologique à dimension mondiale de souche européenne. On est le premier. C'est incontestable. Voilà, en bourse, on représente à peu près, même si ce n'est pas le critère important, mais c'est quand même ce qui permet d'investir et de se positionner au niveau mondial. On pèse à peu près 160 milliards, ce qui nous place de très loin comme le premier acteur. Le deuxième, à ma connaissance, c'est Dassault Systèmes. Et donc Corico, parce que c'est français aussi, mais ils sont dans les alentours de 35 milliards. Donc vous voyez le décrochage important. Et ensuite, en dessous, on passe tout de suite bien en dessous de 10 milliards et même en dessous de 5 milliards. Et quand on se compare, évidemment, aux grands acteurs américains et aux grands acteurs asiatiques qui sont en train d'émerger un peu, mais qui arrivent, partout, on se dit, il y a urgence à faire quelque chose en Europe. Et donc je suis le premier, puisque je le dis, quand j'ai la chance de rencontrer des membres du gouvernement ou des députés, etc., je mets en avant d'abord le fait que, saluons quand même le fait qu'il y a un acteur européen qui est SAP, qui est au passage la première capitalisation allemande. C'est comme si en France, le premier acteur français en poids cross-économie était une entreprise informatique. C'est quand même assez remarquable. Mais je dis que voilà, c'est un peu dommage quand on oublie sa casquette. Quand j'oublie ma casquette SAP et que je prends ma casquette de citoyen français et européen, je me dis, c'est quand même dommage qu'on n'arrive pas à créer ces... Mais en fait, le problème, c'est pas que vous soyez, vous, SAP, ce géant, c'est qu'il n'y en ait pas d'autres. C'est ça. Vous êtes un peu l'arbre qui cache la forêt. C'est ce que je dis. Je dis aujourd'hui, de toute façon, vous savez, le marché est tellement vaste, il y a tellement de choses à faire qu'on ne peut pas se dire, c'est nous, puis voilà. Non. Ce serait beaucoup mieux s'il y avait plusieurs acteurs européens qui régnaient sur la technologie. Et Dieu sait si on en a. Quand on regarde ne serait-ce que la France, le capital intellectuel que nous avons, les places économiques, Grenoble, qui est une place extraordinaire sur le plan de la recherche, évidemment Sophia Antipolis, Mougins, où nous sommes d'ailleurs, on a un laboratoire à Mougins, on est très avancé sur plein de technologies. Il y a Saclay, il y a Paris. Paris, au passage, vous le savez sans doute, on a fêté les 10 ans, l'anniversaire, les 10 ans d'SAP Labs Paris, donc le laboratoire à Paris. On est très fiers de ça, puisqu'au final, en France, sur tout notre effectif, on a quand même à peu près un peu plus de 1100 collaborateurs qui sont dans la R&D en France. Ce qui n'est pas facile, parce que traditionnellement, les sociétés internationales ont plutôt tendance à déporter ça ailleurs, parce que coût, parce que manque de souplesse. Mais nous, non. Ça fait partie du programme des 2 milliards dont on parlait tout à l'heure. On a la volonté non seulement de maintenir cette R&D en France, mais de la renforcer autant que possible. Et parce que les sujets sont vastes. Mais on a un capital intellectuel en Europe, et en France en particulier, qui est tel qu'on se dit, c'est pas compréhensible qu'on n'arrive pas à construire des géants du numérique. Bien, écoutez, on va rester sur cette interrogation qu'on va essayer de transformer en espoir. En tout cas, je pense qu'on aura peut-être l'occasion de se revoir, pour faire le point sur l'évolution de cet investissement et dépenses, avec plaisir. Et deux, sur ces relations avec les fournisseurs que mentionne le SIGREF. En tout cas, Gérald Karsanti, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Au revoir.